Salut à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur les programmes politiques de notre très cher candidat à la présidentielle. Aujourd'hui c'est Nicolas Dupont-Aignan qui va être passé au crible, c'est le candidat du parti politique Debout la France. Et je vous rappelle également que la grille de lecture de ces vidéos est de se concentrer uniquement sur la question climatique et même plus particulièrement sur la question énergétique. Comment est-ce que ces candidats voient le mix énergétique de la France de demain? Est-ce qu'ils abordent des thématiques comme la sobriété énergétique, comme l'efficacité énergétique ou encore comme l'adaptabilité? Est-ce que leur programme politique est cohérent? Est-ce qu'ils vont nous permettre de subvenir à nos besoins s'ils sont appliqués? Voyons voir tout ça un peu plus en détail. Et nous voici sur le site de Nicolas Dupont-Aignan 2022 nda.fr. Et on va se balader immédiatement sur ce site-là pour aller dans la partie qui nous intéresse, donc dans projet. Donc là, vous avez tout plein d'items qui peuvent tout simplement vous intéresser si vous voulez d'autres informations complémentaires sur ce qu'il propose. Et moi, je vais juste aller dans environnement et énergie, ce qui correspond parfaitement à ce dont j'ai besoin. Je vais également vous préciser, par souci d'honnêteté intellectuelle, que ce document-là, je l'ai déjà parcouru, donc je vais aller vite sur certains passages, on va pas tout aborder parce qu'il y a beaucoup de choses. Un premier constat, bon, il vante les mérites du mix énergétique français, on commence déjà à remarquer, à noter quelques petites confusions entre mix énergétique et mix électrique, ce qui n'a rien à voir et on l'abordera un tout petit peu plus tard dans le document. Très grossièrement, il faut être fier d'être français, la France elle fait tout bien et c'est les autres qui doivent apprendre de nous parce que la France elle est merveilleuse et elle est fantastique, elle a rien à se reprocher. Bref, on arrive directement à au premier gros item de son document qui est de défendre le modèle énergétique français qui nous permet d'avoir un excellent bilan carbone et poursuivre nos efforts en matière de réduction de gaz à effet de serre. Alors, un excellent bilan carbone, encore une fois, notre modèle énergétique n'a pas un excellent bilan carbone. Notre modèle électrique a un excellent bilan carbone, mais ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer. Si ce document veut bien apparaître, hop. Donc c'est un magnifique graphique qui vous montre ici, donc sur la droite, la consommation finale d'énergie en France, c'est-à-dire la forme d'énergie que les Français, que la France a eu besoin d'exploiter. Vous voyez que 42% de l'énergie dont on a besoin est sous forme de pétrole. 20% c'est sous forme de gaz. 25% c'est notre électricité. On a un petit peu de chaleur qu'on exploite. Et les ENR thermiques, c'est du bois majoritairement. Et on a un petit pourcent de charbon qu'on exploite sous forme de charbon. Dans ce graphique, vous avez un deuxième morceau qui est cette fois-ci le mix électrique français. Donc c'est les 25% d'électricité ici qui sont décomposés sur ce deuxième document. Dans cette deuxième partie, effectivement, on retrouve 70% de l'électricité qui est faite à partir de nucléaire, 11% d'hydroélectricité, 7% de gaz, 6 d'éolien, 2,2 et 2,2 respectivement de charbon et de solaire et 1,5 de bioénergie. Alors si on regarde le bilan complet de nos besoins en énergie en France, la réalité c'est que on est au-delà de 60% dépendant d'énergie fossile, pétrole et gaz. Donc, excellent bilan carbone pour la France. Pas tout à fait, mais on peut pas vanter le fait d'avoir un excellent modèle énergétique. Il est pas mal, on a une belle électricité décarbonée, c'est vrai, mais on a d'immenses travaux à faire sur le reste de nos besoins énergétiques. Donc là, dans ce document-là, voilà, il présente le fait que effectivement, on rejette beaucoup moins de CO2 que l'Allemagne, notamment sur notre part électrique, et il a raison. L'Allemagne a troqué son nucléaire contre du charbon, donc évidemment que leur bilan carbone a lourdement empiré, évidemment. Il continue avec le mix énergétique français, qui est l'un des plus propres du monde, mais perd en compétitivité à cause de la montée en puissance d'énergie intermittente. Là encore une fois, mix énergétique, c'est plutôt le mix électrique. Surtout que, et là vous le voyez plutôt bien, dans les données qui sont montrées pour appuyer son propos,
Vous voyez du nucléaire, de l'hydraulique, du thermique fossile, c'est le gaz et le charbon présents pour produire l'électricité. Vous avez l'éolien, le solaire et la biomasse. C'est exactement ce que vous retrouvez ici. Nucléaire, hydroélectrique, gaz, éolien, charbon, solaire, bioénergie. Donc tout ça, c'est de l'électricité, pas le mix énergétique total. Ce n'est, encore une fois, pas la même chose dont on parle. Alors, tout ça pour dire que globalement, il fait une attaque relativement forte sur le fait que l'éolien gangrène l'efficacité et la rentabilité du nucléaire, ce qui n'est pas totalement faux, faut bien l'avouer. Il y a toute une part de l'électricité éolienne qui est, entre guillemets, prioritaire sur le réseau par rapport au nucléaire. Donc, en règle générale, c'est le nucléaire qui doit se moduler par rapport aux énergies renouvelables, ce qui implique des surcoûts pour l'exploitation du nucléaire. Donc, il a en partie raison sur le fait qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont favorisées sur le réseau par rapport au nucléaire. Mais bon, ça ne résout pas la question de qu'est-ce qu'on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il insiste bien, il insiste même lourdement sur le fait que voilà, une politique tournée vers l'éolien et le photovoltaïque ne pourra jamais tenir ses promesses. Malgré une idée largement répandue, le photovoltaïque et les éoliennes représentent ensemble moins de 10% des sources d'électricité. Il a écrit énergie, mais c'est électricité. En France, les chiffres sont bons par contre, hein, et encore une fois, énergie, électricité, c'est pas pareil. L'éolien constitue une énergie renouvelable, électricité, beaucoup plus coûteuse et beaucoup moins performante au plan écologique qu'on ne le croit. Et là, il a aussi plutôt tendance à avoir raison. Au-delà des désastres naturels et esthétiques, ça c'est plutôt gratuit, cette énergie oblige à réduire ponctuellement la puissance des centrales nucléaires. Il a aussi également raison, ou au contraire, à augmenter l'activité plus souple des centrales thermiques, fonctionnant aux énergies fossiles, dont la consommation pour la production électrique a augmenté de 10% rien qu'en 2019. Alors là, il fait référence au fait que les énergies renouvelables sont intermittentes et que quand il y a une demande trop importante d'électricité et que en même temps il n'y a pas assez de vent et pas assez de soleil, il faut faire fonctionner des centrales à gaz ou au charbon pour combler le trou. Pour sa part, le photovoltaïque est cher car les panneaux sont massivement importés. Alors c'est le cas aussi pour l'éolien. Néanmoins, cette source d'énergie pourrait s'avérer intéressante si les industriels français parviennent à inventer le panneau solaire de nouvelle génération. Et là, vous avez un point intéressant dans son discours. Alors, je m'éloigne un petit peu de mon propos, mais vous voyez que il va différencier le photovoltaïque et l'éolien parce que il est possible que le photovoltaïque soit français et dans ce cas-là, c'est vertueux. Il met en évidence, et il a plutôt raison, en conclusion, la position ambiguë d'Emmanuel Macron vis-à-vis du nucléaire met en péril notre indépendance énergétique. Alors ça, par contre, l'indépendance énergétique, on n'est pas indépendant énergétiquement. Ça, il faut arrêter avec ça, hein. On dépend, on l'a vu, à plus de 60% de pétrole et de gaz qui ne viennent pas de France. D'ailleurs, le drame ukrainien nous montre même que, bah, du coup, nos importateurs nous tiennent un petit peu par la peau du cul. Et même si on passe en éolien, en solaire, et même le nucléaire, hein, l'uranium, il n'est pas français, l'uranium, il vient d'autres pays. Pareil, on peut dériver sur les métaux qui composent nos centrales ne viennent pas de France non plus, donc tout est importé. Et c'est pareil, donc éoliennes et panneaux solaires, ils sont pas fabriqués en France, c'est pas des fabricants français, et les mines qui permettent d'obtenir les métaux qui permettent de fabriquer toutes ces installations-là ne sont pas non plus françaises. On ne contrôle rien de notre énergie. On est dépendant de tout le reste du monde pour notre énergie, quelle qu'elle soit. La seule où on est à peu près sûr du contrôle, c'est les barrages hydroélectriques et le bois. Quand on fait pousser du bois en France, c'est vrai, c'est pour nous, il est à nous. Mais les barrages et le bois, ça suffit pas. Bref, du coup, il dit que la position d'Emmanuel Macron, elle est ambiguë là-dessus, vis-à-vis du nucléaire. Ça met en péril notre indépendance énergétique, mais on n'est pas indépendant de toute façon, tout en augmentant significativement la facture d'électricité des ménages. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron, il a commencé son quinquennat en fermant Fessenheim, alors que l'ASN, qui est l'autorité de sûreté du nucléaire, avait dit « vous pouvez continuer ». Lui, il a dit « on ferme ». Aujourd'hui, on le voit, sa politique très récente, c'est finalement le nucléaire, c'est vraiment génial et on fonce à fond dedans.
je veux plus de PR, je veux même des mini-réacteurs, etc. Donc il a fait un volte-face en quelques années sur le nucléaire. Et peu importe qu'on soit pro-anti-nucléaire, peu importe qu'on veuille un monde 100% ENR, il faut un cadre pour l'énergie. Ce sont des énormes installations. Qu'on veuille paver la France d'éoliennes, de panneaux solaires ou de centrales nucléaires, il faut du temps pour construire toutes ces installations, il faut du temps pour construire tout ce réseau, et on ne sera jamais efficace si pendant 5 ans on est pro-nucléaire, puis après, non, le nucléaire, on arrête, on sort. On fait des éoliennes, et puis 5 ans plus tard, non, on revient sur du nucléaire. Et puis pendant 10 ans, on fera que du solaire. Et puis, on n'avance pas. Et donc il faut une politique cadrée sur des décennies, parce que c'est des installations qui vont rester, la durée moyenne de vie d'une éolienne, c'est une trentaine d'années. Les panneaux solaires, c'est sensiblement la même chose. Une centrale nucléaire, c'est fait pour rester entre 40 et 80 ans à peu près, en fonction de la dégradation des matériaux, de comment est-ce qu'elle est gérée, etc. Donc c'est flou là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas une politique électrique et énergétique qui se veut sur du temps long. Alors, on continue. Nous pouvons encore réduire nos émissions de gaz à effet de serre grâce à une écologie résolument innovante et positive. Je spoilais un petit peu le document. On ne verra pas apparaître le mot sobriété. Perdre nos usages, par exemple, limiter la voiture pour prendre plus de vélos, on ne le verra pas. Ça n'existe pas. On ne limitera pas le train de vie des Français. C'est hors de question, ce n'est pas du tout ce qui est proposé dans son document. Et pourtant, c'est parmi les choses préconisées immédiatement par la communauté scientifique. La première mesure qui est préconisée à chaque fois, c'est réduire nos consommations. Point. C'est le truc le plus efficace, réduire. Là, il parle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec de l'innovation et du positivisme, bien sûr. Tant qu'à faire, pourquoi pas, là-dessus, on met n'importe quoi. Alors, je reprends là-dessus. Il nous dit quoi ? Il nous dit que le poids du bâtiment dans la consommation énergétique est élevé. Et c'est vrai. Et dans ce texte que vous avez ici, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez le lire, il met en défaut le bilan Macron. Il n'apprend pas grand-chose de plus, il propose pas grand-chose, il fait juste un bilan un peu salé de ce qui s'est passé durant le quinquennat. Vous avez également le poids élevé des transports dans les émissions de gaz à effet de serre. Et là, encore une fois, il propose pas grand-chose, il fait juste un constat. Il n'y a pas de grandes solutions qui sont abordées, encore une fois, ici. Mais il y a tout de même la deuxième partie qui nous parle de ces 14 mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et la première, c'est conforter une énergie électrique décarbonée qui nous permet d'être indépendants, sans les importations d'uranium, mais indépendants quand même, et innovants, tout en corrigeant ses défauts et en investissant massivement dans les énergies du futur. A noter que quand il parle des défauts, il y en a, mais il ne les citera pas. Et il faut aller regarder le programme Secteur d'avenir. Alors, le programme Secteur d'avenir, c'est un autre programme que je ne vais pas vous montrer ici, mais il parle des énergies du futur, donc il parle de la fission et de la fusion nucléaire. Donc c'est vraiment des choses qui vont arriver, si un jour elles arrivent, dans 20, 30, 40, 50, 70 ans, peut-être que ça arrivera. Donc c'est vraiment en mode, pour plus tard, il sera plus président de la République, et d'ici là, c'est certain. Donc premier point, pas très... c'est faites gaffe, le futur. Augmenter et aller à fond dans le nucléaire, donc refaire du nucléaire français une filière indépendante et d'excellence. Ça veut revenir sur le projet des 50% de nucléaire dans le mix électrique. Il veut renforcer le contrôle des installations existantes. Il veut le développement des réacteurs de génération 4. Il veut poursuivre une recherche sur le nucléaire 100% propre, ce qui n'existe pas, mais... et donc de développer les filières thorium. Donc ça rejoint le point numéro 1 avec le nucléaire de demain, en quelque sorte. Et il veut continuer aussi la recherche sur ITER. Voilà, donc là, c'est vraiment... on y va à fond sur le nucléaire. Il veut également revenir sur le projet de privatisation de 150 barrages hydroélectriques qui aurait été demandé par la Commission européenne. Et donc, il veut nationaliser les barrages qui auraient été privatisés entre-temps. Donc, on annule la privatisation et on revient sur tout public. Et là-dessus, d'ailleurs, c'est... alors, puisque j'ai fait Nathalie Arthaud juste avant, c'est un des points communs que Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud
ont. Ils veulent revenir sur la privatisation, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ils sont d'accord, au moins sur quelque chose. Il veut lancer un grand plan d'isolation dans le secteur du bâtiment. Ça, c'est quelque chose que tous les candidats vont certainement s'emparer. C'est tellement facile, c'est tellement visible, ça touche le portefeuille des Français. Et il faut avouer que c'est bon pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que ça va limiter forcément le recours au fioul et au gaz pour chauffer ces habitations. Encore une fois, se posent des questions secondaires du style est-ce qu'on a les ressources disponibles? Combien de bâtiments seront rénovés? Est-ce qu'on fait de la formation? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est pas dit. C'est juste on met le paquet sur la rénovation et l'isolation thermique. Il veut remplacer. Alors ça, fantastique. Il veut remplacer le pétrole et le gaz par des énergies décarbonées. Enfin, quoi. Ça devrait être un gros morceau. Bon, c'est un petit bit. Dommage, mais... Et le problème, c'est qu'on déchante très rapidement. Il nous parle du bois énergie en nous disant que de toute façon, difficile d'augmenter sa contribution de plus de 5%, donc de toute façon, c'est pas une solution. Il nous dit le biogaz, c'est pareil en fait, au mieux on pourra faire 2-3%, mais pas plus. Le solaire thermique, et là encore une fois, c'est très flou, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et par contre, il nous dit quand même que l'urgence devra porter dans la prochaine décennie sur le transfert du chauffage fossile, donc le fioul et le gaz, vers des usages performants d'une électricité déjà largement décarbonée, les pompes à chaleur par exemple. Mais c'est tout, on s'arrête là. Donc pour remplacer 60% de nos besoins en énergie fossile, on nous propose 3 sous-propositions qui ne font pas l'affaire et on nous propose de changer notre système de chauffage. Tadam! Et voilà, problème résolu. Merci d'être venu. C'est clairement insuffisant, on va pas se mentir. Alors, il veut également axer sur la diminution des rejets de gaz à effet de serre engendrés par les véhicules, et ça passe notamment par un dispositif de soutien au secteur automobile, et il veut l'axer uniquement sur des véhicules qui seraient à moins de 3 litres au 100. Cela dit, il ne parle absolument pas de diminuer le nombre de véhicules présents sur les routes, ce qui engendrerait également une diminution de la quantité de gaz à effet de serre liée au transport. Pas un mot sur l'aérien, pas un mot sur le secteur maritime, et pas un mot sur le transport terrestre routier, bien sûr. Là-dessus, il n'y a rien du tout. Là, on parle de la voiture, mais tout le reste, on s'en fout. Mettre plus de numérique au service d'une meilleure gestion du trafic, là encore, ça fait partie des trucs qui, moi, ont tendance un petit peu à m'agacer. C'est-à-dire que on a un problème de surnombre de voitures en circulation qui cause des bouchons et des problèmes de trafic. La solution, c'est évident, c'est de l'innovation, c'est des trucs, il faut penser le futur, etc. Et donc, on va créer une plateforme numérique pour gérer le trafic. On pourrait aussi prendre le problème à l'envers et se dire il y a trop de bagnoles, de toute façon, il y a trop de gaz à effet de serre, de la pollution sonore, de la pollution de l'air. On sait que la voiture est une nuisance dans les villes. On pourrait réduire les voitures. Mettre en place plus de secteurs qui favorisent la marche, mettre en place plus de dispositifs qui favorisent le vélo, plus de transports en commun. Il y a plein de choses qui font qu'une ville peut être plus agréable pour y circuler. Et non, là, on raisonne d'une autre manière. C'est la technologie qui nous sauvera. C'est important. C'est vraiment une idéologie, quoi. Et on relance l'innovation dans le secteur automobile. Voilà, encore une fois, innovation, innovation, innovation. La voiture sera beaucoup mieux demain, tout à fait. Eh bien, nous voici sur la conclusion. Qu'est-ce que j'en pense du programme de Nicolas Dupont-Aignan et par rapport à mes exigences, qui sont est-ce qu'il apporte de réelles propositions et de réelles solutions sur une lutte efficace contre nos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que son programme est cohérent, tout ça? Majoritairement, c'est quand même relativement décevant. Il n'y a pas de grand projet de réforme du transport, par exemple, qui est un gros secteur. Il est en opposition très franche entre le nucléaire et les énergies renouvelables, ce qui a le don de m'agacer parce que on est en train de se battre. Je vais vous le remettre parce que je l'adore. On est en train de se battre, de se chamailler pour... il est pas là. Pourquoi t'apparais pas? Voilà. Je rappelle que c'est 60%, plus de 60% de toute notre énergie qui est fossile. Pétrole, gaz. Et aujourd'hui, on se chamaille sur le petit 25% qui représente l'électricité. Et à l'intérieur de ce 25%, on a
le nucléaire qui s'affronte avec les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, qui sont toutes deux bas carbone, donc qui représentent toutes deux une solution potentielle à nos émissions de gaz à effet de serre. Et on passe notre temps juste à les opposer, à se chamailler. Cet affrontement nucléaire, énergie renouvelable, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. C'est en train de changer parce que on a mis un gros coup de pression sur l'approvisionnement pétrole-gaz et c'est même pas finalement les mouvements climatiques, écologiques qui sont à l'œuvre. C'est parce que il y a une guerre en Europe et que l'agresseur se trouve être la Russie et qui est donc est notre premier importateur de pétrole et de gaz européen et que c'est plutôt de très mauvais goût d'être littéralement en train de donner des billets à quelqu'un qui est en train de faire la guerre. Parce que c'est la guerre à côté de chez nous, on est en train de se dire ah, peut-être qu'on peut s'occuper du pétrole et du gaz. Et c'est pas du tout pour des considérations climatiques et c'est extraordinairement dommage, c'est regrettable. J'espère que j'ai pas trahi les propos et l'idéologie de Nicolas Dupont-Aignan. Il y a vraiment un côté très nationaliste dans son propos. Le nucléaire est historiquement une source de production d'électricité forte en France, donc il se l'est approprié comme une fierté française qu'il faut perpétuer. Et donc tout ce qui pourrait venir s'y opposer est plus ou moins considéré comme un ennemi, sauf s'il y a une possibilité que ce soit un futur champion français. C'est pour ça qu'il est un peu plus tendre sur le solaire, parce que et peut-être qu'il y aura le fameux panneau solaire français qui débarquera dans quelques années. Pas grand-chose de penser sur l'aspect climatique, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, faire attention à notre consommation, quoi que ce soit. Vite fait, on aborde très timidement le côté on va isoler les bâtiments, on va changer les modes de chauffage, ce qui est très bien, il faut le faire, il a raison. Mais c'est anecdotique. Voilà, c'est anecdotique et c'est plutôt maladroit dans son texte. Donc il passe à côté de l'enjeu climatique, c'est pas vraiment son propos. Voilà tout ce que j'ai à dire sur le programme de Nicolas Dupont-Aignan. En ce qui concerne la partie climatique et énergétique, il y a plein d'autres choses bien sûr sur son programme. Il est relativement étoffé, hein, il faut avouer qu'il y a pas mal d'items à droite, à gauche. Et donc si c'est un candidat qui vous intéresse, vous avez toujours le lien dans la description et vous pouvez aller parcourir ses idées. À très bientôt pour le prochain candidat qui sera Madame Anne Hidalgo.